Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons regarder le cas d'un praticien qui est installé depuis une dizaine d'années en milieu rural et qui cherche à faire monter en compétence un collaborateur. On y va tout de suite. Alors on va commencer par lire la synthèse que le praticien ou la praticienne d'ailleurs nous a partagée. J'exerce en milieu rural depuis une dizaine d'années, mon cabinet marche plutôt bien, la patientèle est fidèle, mais honnêtement ça fait quelques années que j'ai l'impression de stagner. Ok. J'ai deux fauteuils, super nouvelle, mais je ne sais pas trop comment utiliser le deuxième, alors il est souvent vide. J'ai embauché une collaboratrice très motivée, mais j'ai du mal à lui déléguer efficacement. Mon chiffre d'affaires tourne autour de 320 000 euros par an, c'est stable, mais je sens que je pourrais faire beaucoup mieux. Côté administratif, c'est assez compliqué. Je fais tout moi-même à l'arrache, pardon pour le... Je ne fais que lire, hein. Rien n'est vraiment formalisé. Alors déjà, qu'est-ce qui fait que tu as embauché une collaboratrice très motivée? Qu'est-ce qui fait que tu n'utilises pas tes deux fauteuils? Euh, Qu'est-ce qui te laisse penser que finalement à 320 000 euros de chiffre d'affaires par an, tu pourrais faire beaucoup mieux? Ça serait intéressant de comprendre un petit peu les sous-jacents là, de ces affirmations-là. Euh, Côté administratif, c'est assez compliqué. Je fais tout moi-même à l'arrache, rien n'est vraiment formalisé. Je sens que je perds un temps fou et beaucoup d'énergie dans des choses inutiles. Je veux bien l'imaginer. Je voudrais attirer plus de nouveaux patients tout en gardant ma patientèle actuelle satisfaite. Ouais, c'est l'ambition de tout praticien. En gros, j'aimerais simplifier et clarifier mon organisation pour me libérer du temps, retrouver de la croissance et surtout diminuer ma charge mentale quotidienne. Ok, mais alors déjà, là tu parles de ton objectif, mais elle est où ta collaboratrice là-dedans? Est-ce que c'est finalement un choix qui a été fait pour remplir le second fauteuil qui n'était pas exploité? Ou est-ce qu'il y a un vrai projet de cabinet de groupe, entre guillemets, avec deux praticiens? Assez étonnant que tu nous parles pas de ça dans ton objectif. Euh, bon, écoute, on va creuser un petit peu ce que tu nous as transmis et puis je vais essayer de te donner mon avis. Alors, organisation et opération. Temps d'attente à l'accueil, 10 minutes. Super. Créneau dédié aux nouvelles consultations, zéro par jour. Alors ça, c'est la grande classique de ce que je vois en milieu rural, hein, dans les zones sous-dotées où finalement on a des plannings pleins à 3, 4, 5 mois. C'est qu'il y a plus de nouvelles consultations, plus d'urgence. Euh, Sauf que toi, tu veux attirer des nouveaux patients. Donc déjà, il va falloir faire quelque chose sur ton planning parce que aujourd'hui, tu ne fais plus de nouvelles consultations, or tu veux des nouveaux patients. Et en plus de ça, tu as une collaboratrice qui est là et qui va, elle, avoir besoin de se faire sa patientèle aussi. Donc t'es pas dans le vrai là quand tu fais pas de nouvelles consultations et que tu fais pas de créneau d'urgence. Et pareil, là, on marque au cas par cas. Moi, je sais pas ce que ça veut dire en fait au cas par cas. Euh, Ce que j'entends en tout cas, c'est que au cas par cas, ça veut dire que c'est toi qui va déterminer si oui ou non on prend l'urgence. Et donc en fait, il n'y a pas de système dans ton cabinet. Donc déjà, quand tu dis que rien n'est formalisé, que tu fais tout toi-même, déjà commence par dire quelles sont les urgences que tu peux prendre ou pas à tes assistantes. Tu as une équipe, tu as deux fauteuils, tu devrais être en capacité de pouvoir prendre au moins quelques urgences par jour. Surtout dans ces zones rurales sous-dotées où finalement tu as une demande qui est extrêmement forte en fait. Rôle défini par écrit, non. Protocole écrit opérationnel, aucun. Réunion d'équipe régulière, jamais. Utilisation d'outils digitaux internes, agenda uniquement. Ouais. Euh, Ça, c'est pareil, hein, assez classique de ce que je vois dans des cabinets au quotidien. C'est que tu as embauché une collaboratrice, mais finalement, il n'y a aucune structure qui est posée sur ton cab. Donc en fait, comment est-ce que tu veux pouvoir lui déléguer s'il n'y a rien d'écrit? Tu peux rien lui déléguer ou alors tu serais obligé de devoir lui répéter sans cesse les mêmes choses et elle de devoir enregistrer. Mais c'est pas possible en fait, c'est complètement antinomique ce que tu cherches à faire. Pareil, tu cherches à simplifier ton organisation pour te libérer du temps, mais t'as pas pris le temps d'écrire qui fait quoi dans ton cabinet et donc fondamentalement, ben c'est ça va être compliqué pour toi de mieux déléguer.
Ratio dépenses prothèse, 11%. Super, bravo. Tu fais, tu achètes bien ta prothèse. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller gratter ailleurs. Ratio achat consommable, 8%. Alors là, tu es 3 points au-dessus de ce qu'on nous on te recommanderait de mettre en place au sein de ton cabinet, mais ça se challenge assez facilement avec tes fournisseurs. Tout dépend si tu achètes auprès de tes fournisseurs en direct, via des grossistes, via des centrales d'achat. Voilà. Mais je pense que là, tu vois, bah, tu as 3% tu fais combien de chiffre d'affaires? 3% de 320 000 euros. Bon, bah, je te laisse faire le calcul. Tu as un petit quelque chose à aller chercher à la fin de l'année. Masse salariale, 16%. Ok, bon, écoute, c'est un peu au-dessus, mais ça va. Rentabilité générale, 20%. Alors là, c'est pas bon. Euh, et en charge d'emprunt, tu es à 10%. Mais alors là, moi déjà, je me pose la question, comment est-ce que tu fais pour être à 20% de rentabilité générale avec finalement des ratios qui sont bah, pas si mauvais que ça en fait. Ils sont pas, tu vois, 8%, 16%. Voilà. Trésorerie disponible 2 mois, ok. C'est plutôt au-dessus de ce que j'ai l'habitude de voir. Moi, Marocco, ça serait toujours d'être à 3 mois de chiffre d'affaires de trésorerie disponible sur le compte en banque. Généralement, ce que je vois, c'est un mois et moins. Donc là, 2 mois, bah, tu es plutôt dans la médiane haute, on va dire. Mais c'est encore un petit peu de travail pour pouvoir arriver au-dessus. Répartition mode de paiement, CB 80%, chèque 20%. Ok, solide, génial. Pareil, j'ai plutôt l'habitude de voir du 50-50 ou même du 40% CB, 60% chèque. Pour rappel, hein, quand vous prenez des chèques, c'est vous qui faites la banque, et puis c'est vous qui faites toute la paperasse, entre guillemets, du moins lister les chèques, remplir des remises de chèques, aller les déposer à la banque. Tout ce travail-là, c'est un travail qui a un coût, hein, et donc que vous ne facturez pas à vos patients, malheureusement. Et c'est ce qui peut plomber votre rentabilité à la fin de l'année, hein, tout ce temps passé par une assistante ou même par vous à faire des remises de chèques alors que finalement vous pourriez encaisser votre chiffre d'affaires directement en carte bleue. Bon, voilà. Alors moi déjà, là, j'ai une petite remarque sur ta rentabilité. Tu as une rentabilité qui est à 20% de ton chiffre d'affaires. Euh, mais j'arrive pas trop, tu vois, à déterminer ce qui finalement te plombe. Alors oui, tu as ta masse salariale qui est un petit peu élevée, ton achat de consommable qui est un petit peu élevé. Mais je me demande déjà si tu vois, il n'y a pas des erreurs dans ton calcul de charge de l'emprunt et de dépenses de prothèses parce que on devrait retomber sur un calcul logique et là j'ai pas de calcul logique. Donc est-ce que ton comptable te fait les bons exports? Est-ce que toi tu arrives à regarder la bonne information? Bah, c'est peut-être des choses que je regarderai. Est-ce que tu envoies tes factures au comptable et qu'elles sont classées dans les bons comptes de charge? Encore une question que je te poserai. Mais généralement, là, quand on n'arrive pas à expliquer quelque chose comme ça très clairement, c'est qu'il y a un loup. Planning précis détaillé, non. Bah oui, ça c'est assez clair, hein, c'est assez simple à voir, hein. De toute façon, je veux dire, quand il n'y a pas de rôle défini par écrit, généralement les plannings précis sont pas détaillés, hein. Donc ça c'est le type de praticien chez lequel vous allez retrouver un planning où il y a le nom du patient, le créneau horaire et ça s'arrête là. On ne sait pas quel type de soins, on ne sait pas dans quel fauteuil. Elle a deux fauteuils, on ne sait pas sur quel fauteuil. On ne sait pas avec qui, on ne sait pas par qui il a été adressé, on ne sait pas quel est le poids financier, le poids temporel. Voilà, toutes ces recommandations-là, elles sont pas dans le planning. Donc en fait, bah, toi, tu passes de patient en patient sans finalement savoir ce que tu vas faire. Tu découvres en fait ta journée. Variété optimale des rendez-vous, non. Nombre d'actes différents, 6 à 8. Ok, t'es un peu au-dessus, mais ça va. Chiffre d'affaires moyen par fauteuil, bah, 800 euros, hein, forcément. Puisque tu as un de tes deux fauteuils que tu n'utilises pas, ou peu. Donc en fait, bah, mécaniquement, tu as un de tes outils productifs que tu sous-exploites. Surtout que tu nous dis que tu n'arrives pas à déléguer à ta collaboratrice. Donc bah, mécaniquement, tu as une sous-productivité de ton cabinet, de ton fauteuil, pardon. Taux d'occupation fauteuil principal 85%, secondaire 40%. Ouais, ok. Donc en fait, là, ce que cherche à nous dire le praticien, c'est qu'il a un fauteuil qu'il doit utiliser très bien, qu'il rentabilise, et un autre fauteuil qu'il utilise à 40% du temps. Mais encore une fois,
Le fauteuil, vous l'avez payé à 100%, le loyer, vous le payez à 100%, le personnel autour, vous le payez à 100%, la collaboratrice, je ne sais pas quelle est sa méthodologie de rémunération, mais elle est aussi payée. Bref, toutes vos charges fixes, et le fauteuil en fait partie, sont payées à 100%. Donc finalement, pourquoi utiliser le fauteuil à 40%? Euh, voilà. Rendez-vous annulé ou improductif. Alors là, tu es 2 fois au-dessus de ce qu'on te recommanderait. Est-ce que tu as beaucoup d'annulations? Si oui, pourquoi? Est-ce que tu as beaucoup de rendez-vous qui sont improductifs? Si oui, pourquoi? Je regarderai là-dessus. Moi, je prendrais tout simplement ton planning. Tu regardes tout ce qui est annulé, tout ce qui est barré et tout ce qui n'a pas généré de chiffre d'affaires et pourtant qui était réservé. Et j'essaierai de comprendre un petit peu une sorte de pattern, en fait, de comprendre finalement ce qui se passe, pourquoi ça a été annulé. Est-ce que j'ai des patients qui sont plus susceptibles d'annuler que d'autres et mettre des pare-feux, en fait, pour ça. Notamment des systèmes de rappel à 24 heures, des confirmations automatiques, des listes d'attente. Euh, Peut-être que votre patient de 17 heures, il sera bien content de prendre le créneau annulé de 11 heures et vous finissez plutôt votre journée. Et tu pourrais caler une urgence à 18 heures, tu vois. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui s'anticipent et qui se réfléchissent. Mais là, ce que je comprends, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui est subi, et il n'y a rien de péjoratif, et qui n'est pas maîtrisé finalement. Turnover annuel de l'équipe, ok. Formation annuelle, alors ça, mais ça c'est pareil, j'en vois de plus en plus des personnes qui ne forment pas leur personnel. Mais moi, je pose une vraie question ici, c'est finalement, comment est-ce que vous souhaitez faire évoluer là, tu dis, je voudrais attirer plus de nouveaux patients tout en gardant ma patientèle actuelle satisfaite, retrouver de la croissance, diminuer ma charge mentale. Mais comment est-ce que vous pensez que c'est possible de faire tout ça si vous ne fermez pas vos équipes? Des équipes, c'est comme dans toute entreprise, elles ont besoin de monter en compétences, elles ont besoin de comprendre pourquoi elles sont là. Si vous voulez qu'elles satisfassent de plus en plus vos patients, il faut les former de plus en plus. Parce que malheureusement, il y a des choses qui ne s'apprennent pas comme ça avec de l'expérience ou sur le tas, et vous allez être obligé de passer par de la formation externe. Et vous formez, vous, par la même occasion, hein. En plus des formations obligatoires. Satisfaction équipe non mesurée. Bon, après, si tu n'as pas de turnover, j'imagine qu'ils sont plutôt heureux. Délégation tâches administratives, 10%. Alors là, oui, c'est exactement ce que l'on indiquait en début de synthèse, hein, c'est que tu fais tout toi-même à l'arrache, que tout est formalisé. Bah oui, du coup, tu te retrouves à faire toutes les tâches administratives toi-même, sauf que j'imagine que tu n'as pas fait 6 ans d'études, ni pour pouvoir commander des ramettes de papier, ni pour avoir à commander des ramettes de papier, ni pour caler des agendas dans un rendez-vous. C'est pas ton job, ça. Ton job, c'est de soigner et de délivrer la meilleure qualité de soins à tes patients. Et puis ton second job, c'est d'être un chef d'entreprise, sauf qu'un chef d'entreprise, c'est pas lui qui commande ses ramettes de papier. Donc là, il y a un vrai travail à faire sur toi-même, sur finalement qu'est-ce qui compose ma journée, qu'est-ce que je peux supprimer, qu'est-ce que je peux déléguer, qu'est-ce que je peux automatiser. Les 3 catégories, hein. Et je suis persuadé que tu as au moins 20 ou 30% de ton temps qui n'est pas consacré aux soins dans la journée et que tu pourrais très facilement déléguer. Pour déléguer, il faut formaliser et donc écrire ta fiche de poste. Âge matériel, vieux. Ok, qu'est-ce que ça veut dire vieux? Je ne sais pas. Surface utile totale, 60%. Ok. Bureau séparé de la salle de soins, oui, super. Équipement numérique, non. Ok. Alors ça, moi, ce serait un premier drapeau rouge, red flag que je mettrais, hein, mais tu vois, une jeune collaboratrice qui est très motivée, qui a envie de s'investir dans un cabinet qui n'est pas doté de matériel, aïe aïe aïe. Euh, Comment est-ce que je me projette dans un cabinet qui n'est pas doté de matériel et des outils modernes pour pouvoir travailler? Tu dis que tu n'as qu'un agenda numérique mais que tu n'as aucun autre outil pour pouvoir travailler. Bon, une personne qui est jeune et qui en a envie, elle va forcément avoir envie de se projeter dans un cabinet, donc dans un outil de travail qui va lui permettre d'avoir le meilleur confort de travail possible. Alors tout se rectifie bien entendu, mais euh, là tu vois, finalement, t'as pas de panneau, comment est-ce que tu fais comment est-ce que ta collaboratrice va faire pour diagnostiquer et pour pouvoir faire des plans de traitement, tu vois, je me pose la question. Expérience patient, 5,5 sur 10. Alors ça, c'est assez étonnant que tu te mettes cette note-là. Je n'avais jamais vu le 5,5, très honnêtement. Surtout que c'est un petit peu en contradiction avec ce que disent les patients de toi. Tu es à 4 étoiles sur 5 sur Google. Donc ce serait intéressant de comprendre pourquoi est-ce que tu te notes comme ça.
Tarif moyen comparé au marché local, 90%, ok. Taux de conversion devis accepté, 55%. Bon, c'est faible, hein. Ça veut dire qu'un devis sur deux que tu émets, un tout petit peu moins d'un devis sur deux que tu émets, n'est pas accepté. Pourquoi ils ne sont pas acceptés? Par qui est-ce qu'ils sont présentés? Quel est le poids des devis? Est-ce que vous faites des ententes financières? Est-ce que vous faites des consentements? Tu vois, c'est toutes ces questions-là que je me poserai. Ta collaboratrice, très clairement, ça va pas l'amuser très longtemps en fait de présenter des devis qui ne sont pas acceptés et de faire finalement que du contrôle du détartrage. Acquisition, nouveaux patients par recommandation, 20%. Ok. Assez étonnant, hein, parce que tu dis que tu voudrais attirer plus de nouveaux patients tout en gardant ma patientèle actuelle satisfaite. Pourtant, ta patientèle a l'air d'être assez satisfaite puisqu'elle te note 4 sur 5. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne te recommandent pas? C'est des questions que je me poserai aussi. On passe maintenant à la partie capital et personnel, puisque bien entendu ton cabinet c'est ton outil de travail, c'est ta patientèle et tout ça a une valeur et c'est surtout le capital que tu développes hein, en tant que chef d'entreprise entrepreneur. Donc aujourd'hui la valeur actuelle de ton cabinet avec tout qui repose sur toi en fait, hein, très clairement, elle est moindre que ce que le marché pourrait te proposer. Donc nous on estime que tu as ton cabinet, la valeur de ton cabinet elle se trouve autour de 120 000 euros. Là où finalement elle devrait représenter 50% de ton chiffre d'affaires, à savoir 160 000 euros. Tu vois, tu as quand même un gap de 40 000 euros à passer qui est non neutre hein, pour toi à titre personnel et puis même ouais, pour ton bien-être personnel. Type session optimisée possible non anticipée, ok, je comprends. Rémunération nette du titulaire, 35 000 euros par an. Ok, donc ouais, en plus de ça, tu as un salaire net qui est finalement assez faible, du moins en dessous des standards de ce que nous on a l'habitude de voir chez des confrères ou des consoeurs. Ok. Impact financier, meilleure exploitation des deux fauteuils et des ressources humaines, 25 000 euros par an directement, hein. Moi j'ai envie de te dire même que tu pourrais aller bien au-delà si tu te mettais à travailler sur deux fauteuils avec ta collaboratrice aussi. Je sais, tu dis pas sur combien de jours tu travailles par semaine. Mais en fait, tu pourrais te mettre à faire du double fauteuil et ta collab aussi, et vous pourriez là, enfin, tout exploser, très clairement. En termes de confort de travail, en termes d'accueil patient, en termes de temps d'attente, en termes de chiffre d'affaires et du coup de rémunération aussi, en termes de développement de capital pour toi. 15 000 euros par an si tu allais chercher de la fidélisation et attraction de nouveaux patients. Donc fidélisation, ça reste sur aller développer ce taux de conversion de devis accepté sur EMI. Hein. Et attraction de nouveaux patients, c'est permettre à tes patients qui sont fidèles et satisfaits de t'en apporter d'autres. Organisation claire et procédure administrative simplifiée, là tu as clairement une journée de travail à aller gagner toutes les semaines. Ça paraît énorme hein, toujours quand on présente ces chiffres-là, mais en fait la plupart des gens ne se rendent pas compte, mais on fait des micro-actions au quotidien qui mises les unes bout à bout font que ça représente des heures sur la semaine. Je vous donne un exemple très simple, hein, mais toutes les semaines, enfin tous les jours, vous passez 15, 20, 30 minutes avec votre prothésiste au téléphone. Je dis un chiffre au hasard. Hein. Mais en fait, c'est 15, 20, 30 minutes, si vous le multipliez par 5, ça vous fait 2h30. Mais 2h30, c'est quasiment une demi-journée de travail en fait. C'est énormissime. Donc là, finalement, si tu mettais toute ton organisation sur papier, tu pourrais facilement gagner une journée de travail. Est-ce que tu la passerais chez toi? Est-ce que tu la passerais au fauteuil? C'est encore un autre sujet, mais je pense que tu as vraiment un levier de temps très fort à aller chercher. Réduction significative du stress quotidien grâce à une organisation simple et efficace, bien entendu. Hein. Et puis même pour ta collaboratrice, elle va avoir envie de rester dans un cabinet qui lui donne du confort du travail, mais surtout de l'épanouissement et de la capacité de grandir. Donc il faut que tu ailles mettre ton cabinet sur papier et que tu mettes toutes les procédures sur papier. C'est des choses que nous, on accompagne à faire, bien entendu. Mais c'est la recommandation que je te ferai. Et valeur estimée après transformation, oui, hein, là bien sûr, le capital que tu développes avec un cabinet qui est finalement, qui ne tient pas juste sur tes épaules, il va bien au-delà de un cabinet qui repose juste sur toi. Et donc là, peut-être que tu aurais même quelque chose à faire avec cette collaboratrice. Est-ce que cette collaboratrice, elle aurait envie de te racheter ta patientèle à terme, tu vois? Enfin, là, ce que tu parles
du fait que tu veux diminuer ta charge mentale au quotidien, bah, je pense que c'est possible. Retrouver de la croissance, mais peut-être qu'en fait, moi, je questionnerais pourquoi est-ce que tu veux retrouver de la croissance. Est-ce que c'est de la croissance financière pour aller chercher de la rémunération? Mais ça se trouve, ta rémunération, tu pourrais la chercher autrement que dans ton activité de dentiste. Ça se trouve, il y a une vente à soi-même ou une vente de patientèle qui pourrait être faite et qui pourrait te permettre d'avoir un matelas de sécurité financier. Euh, voilà. Voilà ce que je pense de ton cabinet. Si vous êtes resté sur la vidéo jusqu'à ce moment-là, merci d'avoir complété euh, votre temps de visionnage. Sachez que des cas comme ça, on en reçoit toutes les semaines, bien entendu, mais surtout, on a l'habitude d'accompagner des cas comme cela, tant sur des audits comme celui que je vous présente. Alors, on le fait en version bien plus détaillée. Une partie des informations ici est anonymisée, bien entendu, pour pouvoir le présenter à la vidéo. Euh, Si vous avez envie de prendre de la hauteur, prendre du recul sur votre activité et que vous ne savez pas forcément comment et que vous cherchez à avoir un point de vue d'un expert, sachez que ces audits sont des exercices qu'on réalise pour les praticiens et on serait très heureux de pouvoir vous accompagner pour pouvoir le réaliser. Je vous ai mis un lien en bas de description de cette vidéo qui vous permet de prendre rendez-vous avec nos équipes. Ça nous permettra déjà de comprendre dans quelle situation vous vous trouvez et puis de vous dire si on est capable de vous accompagner ou pas. N'hésitez vraiment pas, on est content que vous soyez de plus en plus nombreux à prendre rendez-vous et à nous solliciter. On saura être digne de cette confiance-là en vous apportant les réponses nécessaires dans l'ordre de l'entretien préalable. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.